Ouais, moi c'est Copélia, du coup je suis au NPA Jeunes Révolutionnaires et je suis militante à la fac de Nanterre. Je pense que vous avez tous et toutes vu là, les images aux États-Unis de la mobilisation qui a commencé à la fac à Columbia, où la police elle a démantelé des campements de jeunes, et y compris d'enseignants de la fac, contre le génocide en cours et la complicité des États impérialistes. Face à ce tournant autoritaire et à cette répression hyper importante, je pense qu'on a tous vu les images, en fait ça a inspiré des étudiants en France et notamment à Sciences Po Paris, grâce notamment aux nombreux liens qu'ils ont des étudiants à Sciences Po Paris avec des facs américaines où la mobilisation elle est forte. Et donc c'est là où la mobilisation à Paris elle a commencé. Et de fait, l'occupation de Sciences Po, c'était le 24 octobre, en fait c'est devenu un symbole de la contestation étudiante. Et face à la répression policière, très rapidement, l'occupation elle a été soutenue par des centaines d'étudiants de la région parisienne, et donc la présidence de Sciences Po elle a pris peur, elle a eu peur qu'en fait ce mouvement il puisse prendre de l'ampleur, et elle a cherché à tuer dans l'œuf la mobilisation en offrant des miettes aux étudiants qui étaient mobilisés. Et en gros c'était en leur promettant de mettre en place des débats sur les partenariats avec les facs israéliennes, sauf qu'en fait c'était trop tard. C'était trop tard parce que les mobilisations des étudiants à Sciences Po, ils ont donné des idées à ceux de la Sorbonne, à ceux des autres facs, et une semaine après le blocage à Sciences Po, il y avait déjà des premières tentatives d'occupation à la Sorbonne le 29 avril, et les étudiants ils ont rapidement installé des tentes, même si elles ont été démontées après par la police. Les rassemblements de soutien, en fait, ils se multipliaient, et ça y est, la mobilisation elle commençait à s'étendre, Donc à partir de ça, à Paris, dès le lendemain, les campus de Clignancourt et de Tolbiac qui sont rentrés dans la mobilisation. Et dans ces deux facs-là, les présidences, elles ont fermé les centres parce qu'ils avaient peur que en fait, ça prenne de l'ampleur. Et après, on dit que c'est nous les bloqueurs de fac. À Tolbiac, la fermeture de la fac, en fait, ça s'est retourné contre eux. Parce que en fait, ça a entraîné une occupation du centre jusqu'à la fin de l'après-midi. Et à Clignancourt, ils n'ont pas pu tenir de l'Assemblée Générale puisque le centre il était fermé. Mais donc, ils sont allés à la Sorbonne pour la faire. Ils étaient plus d'une centaine. Ça a donné aussi des idées aux autres. Et donc, tu as d'autres facs en fait, qui ont petit à petit rejoint le mouvement. Et il y a eu une première Assemblée Générale interfac où le but c'est de se coordonner, pas juste discuter avec les étudiants de sa propre fac, mais d'essayer de faire un truc un peu avec toutes les facs mobilisées de région parisienne. C'était à Saint-Denis, à la fac de Paris 8, le 2 mai. Et en fait, ça a appelé un rassemblement pour le lendemain, donc le 3 mai, place du Panthéon. Face à l'organisation des étudiants, la police elle a même pas pu en fait interdire ce rassemblement, et ça a permis de faire le tour des médias. Franchement, ça a été hyper médiatisé, et ça a permis d'appeler à se coordonner dans une autre AG interfac ensuite qui a été en fait 3 fois plus importante le mardi suivant, avec tout un tas de rassemblements qui continuaient à se multiplier et tout. Donc c'est ça la phase là qu'on connaît. C'est hyper intéressant, d'autant plus dans un moment où là on est dans une période qui approche les partiels. Là les facs les plus en mouvement, elles n'étaient pas en période de vrais partiels, c'est-à-dire les matières qui sont les matières principales où tu mets le plus d'énergie et tout, donc c'est pas le même niveau, mais c'est quand même dans une période où les étudiants de base ils sont uniquement polarisés par les dernières révisions et tout. Et là en fait tu as une partie importante d'étudiants qui se disaient mais en fait on va pas commencer à faire notre fin d'année, à réviser nos partiels comme si de rien n'était, alors que tu as un génocide en cours. Regarde c'est quoi l'état des facs aujourd'hui à Gaza, voilà, donc tu as ces questions là un peu qui se posaient. Donc c'est d'autant plus intéressant vu la période. À la fac de Nanterre, c'est un peu autre chose parce que nous, on est en plein dans les partiels, donc ça coupe une possibilité de blocage. Mais cela dit, il y a eu une assemblée générale, il y a eu des départs communs en manifestation. Nous, avec les camarades du NPA Jeunes Révolutionnaires sur la fac, en gros, on tenait des tables avec des tracts qui parlaient de la Palestine, et en gros on allait chercher les étudiants à la fin de leur partiel, avant leur partiel, devant les amphis et tout, pour discuter avec eux. Et en fait très clairement ce qui ressort c'est que la situation en Palestine et la mobilisation en cours c'est un truc qui marque les esprits et qui est vraiment dans la tête des gens, et là de ce fait le regain de mobilisation il arrive à s'étendre. On a dit là ça fait peur aux présidences des universités, mais ça fait peur aussi au gouvernement et aux ministères qui ont commandé en fait les interventions policières pour tenter d'étouffer le mouvement. Au début, la politique, ça a été pas du tout d'interpeller, sûrement parce que ils avaient sûrement peur que ça fasse un peu comme les États-Unis, c'est-à-dire si tu réprimes trop vite, trop fort, en fait ça donne juste envie de se mobiliser d'autant plus, et en fait juste ça renforce le mouvement. Et donc en gros, au début il y avait cette politique-là, mais là il y a une étape qui a été franchie par le gouvernement sur la répression des jeunes
qui se mobilisent. Dans les lycées, par exemple, là, ce matin, il y avait un blocus organisé dans le lycée Maurice Genevoix à Montrouge, donc dans le 92. C'est un blocus qui s'est déroulé sans violence, qui réclamait le cessez-le-feu, la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Et aux alentours de 9h, tu as les CRS qui arrivent au niveau du lycée, accompagnés par la police municipale. Résultat, qu'est-ce qu'on apprend? Que tu as 2 lycéennes et 3 lycéens qui sont arrêtés et qui sont placés en garde à vue pendant la matinée. Regardez les vidéos là qui commencent un peu à tourner et tout. On voit des policiers carrément sur le corps des élèves, quoi. C'est hyper violent. Et d'ailleurs, suite à ça, on a écrit un communiqué avec d'autres organisations de jeunesse qui appelaient à un rassemblement devant le Comico de Montrouge à 18h20. Donc il y a cette question-là dans les lycées. Et là, mardi, je pense que vous avez vu, mardi dernier, le gouvernement il a augmenté, là, il a intensifié la répression, sa politique répressive, suite à l'occupation de l'amphithéâtre de la Sorbonne, où tu as eu 88 étudiants qui ont été interpellés, donc 86 qui ont été placés en garde à vue. Après avoir calomnié, évacué les universités, interdit les manifestations, le gouvernement il monte d'un cran dans la répression notamment avec la comparution immédiate de Luigi, qui est militant au NPA Jeunes révolutionnaire et qui est étudiant avec nous à la fac de Nanterre, qui a été arrêté brutalement à la Sorbonne mardi. C'est le premier étudiant à avoir été interpellé mardi, à passer en comparution immédiate. Et en fait, ce que cherche à faire la préfecture et le gouvernement, c'est d'en faire un exemple pour tenter d'intimider tous les jeunes qui se mobilisent depuis des semaines dans les universités, dans les lycées, mais aussi contre tous ceux et celles de manière générale qui s'expriment contre les massacres en cours à Gaza. Et donc sur la base de fausses accusations, Luigi, là, il est convoqué en procès le 14 juin au tribunal de Paris. Et d'ailleurs, le procureur, il avait demandé sa détention provisoire, ce qui est hyper grave. Finalement, Luigi, il se retrouve avec un contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre quand même à moins de 300 mètres de la Sorbonne, et avec obligation de pointer chaque semaine au Comico. Donc encore une fois, vous voyez vraiment le degré là qu'on est en train de passer. Encore une fois, ils font ça pour empêcher l'élargissement du mouvement et en essayant de dissuader par la force et de faire peur. Donc c'est important que nous, on montre qu'on refuse de baisser la tête face à ces menaces, et c'est pour ça qu'on appelle à l'unité la plus large contre la répression. Mais surtout, ce qui permet le mieux de faire face à cette répression, en fait, c'est d'être des milliers, quoi. C'est aussi pour ça qu'on appelle à massifier le mouvement, parce que quand t'es 88 dans un amphi d'université, peut-être qu'ils peuvent interpeller les 88, mais quand t'es des dizaines de milliers dans les rues, dans les manifestations, c'est clairement une autre situation, quoi. Et ça, par ailleurs, sur la question de la répression, on l'a vu dès les premières tentatives de mobilisation au lendemain du 7 octobre, hein, c'est pas nouveau. La tentative du gouvernement de réprimer, elle a toujours existé. Rien que les premiers rassemblements, au début, ils étaient interdits. Et c'est pour ça qu'avec les camarades du NPA révolutionnaire, on a directement pris l'initiative aux côtés de Euro-Palestine d'aller au tribunal pour faire autoriser ces rassemblements et ces manifestations. Aujourd'hui, là, on en a connu plein. Et justement, je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, de fait, là, on en a connu plein des manifestations, mais à ce moment-là, si tu n'avais pas eu d'organisation qui prennent leurs responsabilités pour tenter à la fois de regrouper les forces, mais aussi de s'appuyer sur le nombre, parce que il y avait beaucoup de gens qui voulaient manifester, on le voyait, tu avais une colère, c'était en ébullition. Si tu n'as pas la possibilité et le rapport de force pour obliger d'autoriser ces manifestations et ces rassemblements, en fait, on n'aurait même pas pu montrer notre contestation dans la rue. Et d'ailleurs, si à l'époque, et même encore maintenant, il faut faire face à la répression, il faut faire face aussi à la pression politique qui est mise sur nous pour ne pas soutenir le peuple palestinien. Le fameux truc de « si t'es en soutien à la Palestine, t'es antisémite, t'es terroriste ». Tout ce discours-là, c'est un discours qu'on entend depuis le début. Et justement, nous, à la fac de Nanterre, on le voyait aussi, tu avais des étudiants qui prenaient nos tracts discrètement, qui disaient en chuchotant « ouais, soutien à la Palestine et tout », mais qui n'assumaient pas ce truc-là, parce que tu as cette pression politique qui est mise. Du coup, nous, à la fac de Nanterre, on a mis en place un collectif qui s'appelle le collectif contre l'occupation de la Palestine de la fac de Nanterre, et où justement, l'objectif, déjà, le premier truc, c'était de donner confiance aux gens et, je sais pas comment le dire, de montrer que t'es du bon côté de l'histoire, quoi, vous voyez, parce que, en fait, t'arrives à l'université, tu vois les gens qui
qui baissent la tête, qui n'arrivent pas à assumer ce truc-là, alors que quand tu as un groupe qui met des tags sur l'université, des affiches partout, des autocollants partout, on fait des interventions dans les cours, on discute avec les gens, on distribue des tracts, en fait ça montre aussi que en fait, c'est normal de soutenir la Palestine, et en fait il faut appuyer sur ce truc-là et arrêter d'avoir peur, et au contraire maintenant ce qu'il faut c'est s'organiser et leur mettre une pression, quoi. Donc déjà c'était ce premier truc, et puis bien sûr aussi l'objectif c'est quand même de regrouper les forces et de donner un espace un peu pour tous ces gens pour pouvoir faire ensemble, parce que on voyait tout le truc de... on était tous sur nos téléphones, sur Twitter, à voir ce qui se passe et tout. Mais en fait, quand t'es tout seul, juste t'as le seum, quoi. Tu rages, mais qu'est-ce que tu peux faire réellement et c'est quoi l'impact que t'as? Donc justement, l'objectif, c'est aussi de se regrouper, de discuter de ce qu'on peut faire. Et ça nous a permis aussi d'appeler aux manifestations, aux rassemblements qu'il y avait sur Paris, de faire des départs communs, d'avoir des banderoles signées collectifs de Nanterre dans les manifestations, pour montrer que, à la fac de Nanterre, t'as des étudiants qui sont mobilisés en soutien de la Palestine. Voilà, tout ça, c'est important. Et nous, avec le collectif de Nanterre, on s'est pris une grosse vague. Il y a eu en fait tout un tas d'articles qui ont été écrits. Il y en avait un, le titre c'était Comment l'antisémitisme prospère à l'université de Nanterre, où en fait il faisait exprès en fait de faire une ambiguïté pour qu'il y ait un amalgame entre nous, et il disait vraiment ce qu'on faisait, quoi, des jeunes qui font des interventions dans les cours, qui font des tags en soutien à la Palestine, et ils font une ambiguïté avec la présence de croix gammées sur l'université de Nanterre. Je veux dire, l'amalgame hyper grave, alors même que d'ailleurs ces croix gammées qui sont dans les toilettes du bâtiment D de la fac de Nanterre, ça fait des années qu'elles sont là, qu'on les signale à la présidence de l'université, jusqu'à maintenant elle n'en a jamais eu rien à faire, et c'est maintenant qu'on ressort ce dossier en essayant de nous mettre ça sur nos têtes. T'as eu la ministre qui est venue sur l'université pour constater l'antisémitisme qui prospère, et Philippe Gervais-Lamboni, le président de l'université, en fait il a totalement accueilli cette démarche-là, il l'a appuyé totalement juste pour salir en fait le collectif en soutien à la Palestine et les étudiants qui se mobilisent sur l'université là-dessus. Donc voilà, il y a eu cette question-là, c'est important que la jeunesse elle se mobilise sur cette question, parce qu'en fait la jeunesse elle est très regardée, là on le voit dans cette phase, que la jeunesse elle peut avoir un impact politique et médiatique qui est très large et qui contribue de fait à changer le climat politique actuel et à garder le sujet de la Palestine comme un sujet qui est central. Et d'ailleurs, là on le voit, c'est un mouvement qui est genre hyper politique, quoi. Quand je dis politique, c'est dans le sens, on parle pas juste, c'est dans l'analyse, on dit pas juste cessez le feu et arrêt des massacres. On parle de l'arrêt immédiat, de la colonisation qui dure depuis 75 ans, contre les politiques impérialistes, coloniales, capitalistes de ces États et leur responsabilité dans le génocide. Et donc sur tout ça, la jeunesse elle peut être utile, mais là où elle joue un rôle, son rôle qui est le plus important, c'est dans sa capacité à entraîner le reste de notre camp social, les travailleurs, les travailleuses, et à donner un peu du regain. C'est ce qu'on a vu, c'est un autre type de mouvement et tout, mais dans les mobilisations anti-guerre, anti-impérialistes, contre la guerre au Vietnam, Indochine, la guerre d'Algérie, en fait la jeunesse elle a su jouer un rôle d'étincelle. Donc aujourd'hui, même si bien sûr c'est pas la même situation, il y a quand même dans cette mobilisation un caractère international, mais donc la jeunesse elle a une responsabilité à s'appuyer sur la mobilisation qui est en cours dans les universités pour tenter d'élargir le mouvement et donc de s'adresser aux travailleurs, aux travailleuses de tous les secteurs. Et donc justement dans ce sens-là, avec les camarades du NPA Jeunes Révolutionnaires, où on est présent dans toutes les facs là qui sont mobilisées en région parisienne et à Sciences Po, on a poussé pour qu'il y ait eu une réunion interorga, donc qui réunit les organisations de jeunesse, à laquelle toute la gauche a souhaité venir et était présent, sauf le Parti communiste français, le PC, et on a réussi à aboutir ensemble à plusieurs dates de mobilisation nationale et unitaire, le 15 mai et le 18 mai, parce que justement, aujourd'hui, c'est vraiment une occasion, et c'est le moment de dire, mais en fait, il faudrait qu'il y ait des manifestations massives, qu'on revienne à des manifestations massives, qui soient à minima aussi massives que ce qu'on a pu connaître au lendemain du 7 octobre. Et pourquoi est-ce que les manifestations, c'est si important? Déjà parce qu'en France, on est bien placé, d'autant plus à Paris, parce qu'en fait, le gouvernement français, Macron, l'État français, c'est une des principales béquilles aujourd'hui à Netanyahou. Donc si tu arrives à mettre une pression pour affaiblir le soutien qu'il donne à Netanyahou, tu affaiblis aujourd'hui l'État d'Israël. Et parce que les manifestations massives, ça envoie un message
aux gouvernants, mais ça renvoie aussi un message à nous-mêmes, en fait, les manifestations. On le dit pas souvent, mais c'est aussi et surtout pour nous-mêmes, c'est-à-dire aux jeunes, à notre camp social, aux travailleurs, aux travailleuses de tous les secteurs, et pas qu'en France, dans le monde entier qui regardent ça. Donc bien sûr que ça changerait la donne, et c'est pour ça qu'il y a un enjeu à remplir. Le rassemblement qui a lieu demain à 19h à République, c'est pour les 76 ans de la Nakba, et le 18 mai, une manifestation à l'appel du coup des organisations de jeunesse, mais qui est rejoint aussi par beaucoup d'associations syndicales et politique. Et donc je termine là-dessus. Là, on est dans un moment important où il y a une occasion et il y a un enjeu à comprendre qu'il faut prendre des initiatives partout où on est pour augmenter le soutien à la Palestine et la pression sur notre gouvernement, qu'on a un rôle à jouer, mais il faut se dire les choses. Tout seul, clairement, on est un peu limité, quoi. En fait, sans parti révolutionnaire, sans organisation qui prend ses responsabilités sur toutes ces questions-là, bah, en fait, on peut pas faire grand-chose à part venir assister à des initiatives. Parce qu'en fait, un parti, c'est un outil pour réfléchir à des revendications qui sont justes, qui s'adressent à tout le monde, et se donner les moyens de les faire connaître, de les faire entendre. C'est un outil pour tenter de regrouper aussi le plus possible, de coordonner les jeunes et le monde du travail, et c'est ça qui est devant nous, justement. Et donc, c'est pour ça que je m'adresse à tous les jeunes et tous les gens qui sont peut-être moins jeunes dans la salle, de venir discuter avec le NPA révolutionnaire et de participer aussi à nos comités de soutien qu'on organise dans le cadre de la campagne aux européennes, parce qu'en fait, ces comités de soutien, c'est un moyen de porter haut et fort notre soutien à la Palestine, mais aussi notre internationalisme, et le fait que pour en finir avec les guerres, avec la misère, avec le colonialisme, il faut en finir avec cette société capitaliste, et il faut en construire une autre, une société qui est débarrassée de toute forme d'oppression et d'exploitation, et que nous on appelle une société communiste.